c'est un des grands dangers qui guettent les thérapeutes et autres accompagnants qui se lancent, c'est de rester piégé dans les raisons pour lesquelles on est devenu accompagnant thérapeute. Il faut avoir conscience des raisons pour lesquelles on est devenu ceci ou cela et travailler à avoir d'autres raisons de le rester. Parce que sinon, on est effectivement dans cette quête de réparation. En général, je ne sais plus qui a dit ça, mais on travaille les questions qui nous travaillent. Et donc, c'est pas étonnant qu'on fasse des métiers, vu le temps qu'on y passe en plus, qu'on choisisse des métiers qui disent clairement quelque chose de nous et de ce qui nous habite. Alors j'avais une question, je reviens un peu en arrière, je rembobine, et puis j'appuie sur play. Et du coup, parce que je peux pas ne pas te poser la question. T'as été avocate et t'as cité dans une de tes réponses le fait de dire il y a ce qui se décide en collectif et ce qui se décide au niveau personnel, individuel. Et comme s'il y avait quelque chose un peu tromperie sur la marchandise entre ces deux dimensions. Mais comment rendre clair pour toi la frontière entre ce qui devrait être décidé à titre individuel et à titre collectif? Est-ce qu'il y a pour toi quelque chose qui permet de faire cette découpe de façon propre, intelligible et logique? Alors, faire cette découpe de façon propre, intelligible et logique, ce serait possible si on n'avait pas affaire à des êtres humains. Ça serait très mécanique, la limite, elle est là, c'est tranché, une bonne fois pour toutes, c'est clair. Là, comme on parle d'humains, de collectifs d'humains ou d'individus humains, on est plus dans quelque chose, je vais revenir avec ma petite bougie et mon histoire d'élucidation, quoi, de problématisation. C'est pas un problème qui a une solution, c'est plutôt une problématique qui mérite qu'on se questionne. Et donc, voilà, avec ma bougie à la main, je vais éclairer un peu ce volet-là, puis ce volet-là, et tout ça fait créer de la réflexivité. Si on le fait à plusieurs, ça fait un cerveau collectif aussi, donc ça multiplie les angles de vue, les points de vue. Mais je crois pas qu'il y ait une réponse à trouver, mais plutôt des solutions à inventer, à co-créer, parce qu'on a réfléchi ensemble, qu'on a confronté les points de vue et qu'on a conscience que tout est beaucoup plus complexe que la somme des points de vue qu'on peut avoir, qu'on est pris dans des choses, des événements, d'un mouvement, des idéologies dont on n'a parfois même pas conscience, comme on le disait tout à l'heure. Donc je crois que ce serait une espèce d'illusion, un fantasme de toute puissance que de se dire c'est bon, je vais créer l'algorithme qui va permettre de dénouer tout ça, parce que je crois que c'est juste profondément humain, quoi. Ok, merci pour ça. Du coup, je me demandais si dans ton expérience ou par les gens que tu reçois, que tu accompagnes, est-ce que les personnes atypiques, et je vais centrer ça sur les HPI, parce que j'ai envie, je voudrais savoir si les HPI, dans ton expérience ou dans ce que tu as observé, peut-être qu'il y a des chiffres d'ailleurs qui le sourcent, ça, je sais pas, est-ce qu'ils sont plutôt dans des domaines d'activité précis ou ils vont créer des activités vraiment de toutes parts, dans tous les domaines? Est-ce qu'il y a des domaines de prédilection, en fait, de travailleurs indépendants neurodivergents? Alors, ce qui est difficile quand on parle de statistiques de HPI notamment, c'est qu'on a un gros biais d'échantillonnage, c'est-à-dire qu'on ne prend en compte que les HPI qui ont été identifiés et notamment par un bilan psy-neuropsy, donc qui sont allés consulter un psy parce qu'ils avaient des difficultés dans l'existence, difficultés liées ou pas au HPI, mais en tout cas, le praticien a à un moment décidé que ce serait bien de tester ça. Donc, toutes les données chiffrées qu'on a, elles le sont qu'à partir de ces personnes-là qui ont connu ces difficultés qui les ont amenées à consulter. Donc, forcément, c'est un peu biaisé. Malgré tout, même avec ces chiffres-là, j'ai pas vu 50 études sur le sujet, j'en ai vu une. Et c'était franchement suffisamment varié pour qu'on ne puisse pas tirer de conclusion de le HPI doit être ingénieur, il n'y a pas photo, quoi. Okay. Je pense qu'il y a, voilà, on a cette intensité cérébrale qui fait que ça va vite là-haut,
que le traitement d'information est ultra rapide, mais après, on peut traiter n'importe quelle information, et puis c'est pas parce qu'on la traite très vite qu'on la traite bien non plus. Donc, il y a tout un tas de paramètres qui rentrent en ligne de compte avant de dire le HPI, le top, c'est d'être indépendant dans le métier de l'accompagnement, quoi. Même s'il y a beaucoup qui vont là-dedans parce qu'ils en ont manqué aussi à une époque probablement. Est-ce que quand tu accompagnes des gens, parce qu'ils viennent te voir, évidemment, là aussi, il y a un biais d'échantillonnage, ils viennent te voir parce qu'ils ont quelque chose sur le feu, comme on pourrait dire. Est-ce que tu fais le distinguo entre le désir d'exprimer sa singularité ou l'impossibilité de composer avec les décisions collectives? Parce que il y a aussi cette difficulté de comment dire, de se contenter de fonctionnements collectifs qui sont on a toujours fait comme ça, en gros. Donc, est-ce que c'est important d'être en train, tu vois, est-ce que c'est important de voir si le moteur c'est de contourner une problématique ou est-ce que c'est l'envie de rayonner? C'est pas la même chose. Non, c'est très différent et c'est effectivement très important d'aller mettre un peu de lumière sur ce moteur parce que quand tu crées dans cette énergie de fuite, tu crées ton entreprise parce que tu ne veux plus de ceci, cela, l'énergie, elle retombe à un moment parce que c'est bon, tu l'as plus. Donc, il n'y a plus la motivation. La motivation de départ, c'était de plus avoir ça. Bon, bah, tu l'as plus, donc ça s'arrête. Alors que si ta motivation, c'est de créer, c'est d'exprimer ta singularité à travers un projet qui a du sens pour toi, qui a du sens pour les autres, là, l'enthousiasme et la motivation, ils sont là, même si ça va, ça vient, parce qu'on est des êtres humains, on est soumis aux variations, il y a des jours où on a envie, pas envie. C'est encore une illusion de se dire, je vais être indépendant et j'aurai envie de me lever tous les matins. Non, c'est pas vrai. Le matin, on n'a clairement pas envie d'y aller, et c'est comme ça. C'est ça qui fait aussi la beauté des jours où on a envie d'y aller, il me semble. Mais ça implique, je pense, avant de se lancer et d'aller chercher tout le côté stratégique il faut que je trouve un positionnement, que je crée une offre, que je communique, d'être très clair sur les motivations qu'on a en amont, parce que ça demande beaucoup d'énergie d'être indépendant et de développer son activité, surtout au début. Après, c'est un peu plus facile, mais que cette énergie de départ, pour qu'elle soit vraiment motrice, elle a besoin de venir vraiment du désir de création, et plutôt que de la volonté de fuir quelque chose. Ouais. Eh ben, ça donne un pont en or à ma question suivante. Quel conseil pourrais-tu donner à quelqu'un qui est pour le moment salarié et qui souhaiterait se lancer dans l'aventure du travail indépendant? Dans un premier temps, ce qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire de vraiment questionner sa motivation et de pas le faire tout seul, parce que quand on est tout seul à se questionner, c'est de l'introspection. Et on est un peu, on tourne un peu en rond entre nos visions du monde, nos allants de soi, nos enfermements, etc. Donc, de trouver quelqu'un qui sait produire du questionnement par ses questions. Donc, il y a des gens dont c'est le métier, moi, mais il y en a d'autres. Et puis, il y a des gens qui savent très bien faire ça sans que ça soit leur métier aussi. Mais de confronter ce désir à l'autre, pour qu'il nous aide à justement à bien prendre conscience de ce dans quoi on s'engage, ce qu'on va perdre en route, et est-ce qu'on est prêt à payer ce prix-là, de la perte qu'il y aura, parce que la vie, c'est ça aussi, il y a des renoncements et il y a des pertes. Déjà, ne serait-ce que renoncer au temps qui passe, on n'a pas le choix, celui-là, mais voilà, la vie a un coût. L'entrepreneuriat, devenir entrepreneur, ça a un coût, donc d'avoir bien conscientiser tout ça, parce que comme tu le disais très bien, on nous a pas appris à l'école ce que c'était qu'être salarié ou ce que c'était qu'être entrepreneur, et que en fonction des modèles qu'on peut avoir autour de soi, ça peut nous paraître évident, ça peut nous paraître très difficile, et que tout ça, ce sont des représentations, et que les représentations, elles se déconstruisent, elles se reconstruisent, elles évoluent au fil du temps. Donc un salarié qui nous regarderait là pendant son temps de travail, par exemple, parce qu'il est HPI et qu'il a déjà fini le boulot qu'on lui a demandé de faire pour la journée, mais qui à la fin de la matinée a terminé et qui va pas aller en demander plus parce que quand même, faut pas exagérer, je vais pas être payé la même chose
à faire 2 fois plus que les autres, et qui se dirait est-ce que je serais pas mieux en étant indépendant, et ben je l'inviterais à prendre le temps de cet après-midi pour se poser un certain nombre de questions sur ses motivations, qu'est-ce qu'il a envie de faire, qu'est-ce qui a du sens pour lui, est-ce que ce qui a du sens pour lui va avoir du sens pour les autres aussi, parce que sans ça il n'y a pas de business, hein, il faut que ça ait du sens pour nous et pour l'autre. Donc voilà, de se poser tout un tas de questions avant de se lancer pour éviter les désillusions. Hmm. Merci. Ouais, le petit clin d'œil à la personne qui est salariée, j'aime bien. Ça me fait Ça te sourire. parle? Euh, ouais, ça me parle. Ça me parle, oui, oui, avec cette espèce de fierté de genre, ouais, c'est bon là. Je vais pas en rajouter en plus parce que c'est pas spécialement reconnu. Après, en plus, le risque qu'on prend, c'est que ça soit considéré comme notre baby normal, alors que c'est vrai, mais c'est pas forcément le cas dans des choses qui nous passionnent pas. C'est à des moments on aurait cette énergie, puis à des moments pas, parce que si c'est pas justement notre truc, eh ben on dispose pas de la même motivation en fait euh, qu'on pourrait Voilà un avoir. moment où la singularité cachée, ça nous rend service aussi, Ouais, si on veut pas se tout faire à fait. exploiter. Une fois que tu te fais Ouais. remarquer que tu fais ton travail 2 fois plus vite que les autres, c'est sûr que tu te fais exploiter, quoi. C'est ce qui arrive Mm. aussi, on en entend assez parler, des HPI exploités Ouais. au travail, même si là encore il y a un biais d'échantillonnage et c'est pas tous les HPI, c'est de Mm. ça dont on parle aussi. Mais j'ajouterais aussi que quand on est capable de faire 2 fois plus que les autres et on le sait pas, on n'a pas mis de conscience dessus. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens qui vont donner 2 fois plus parce qu'ils sont au début d'un travail, qui se sentent pas légitimes et que du coup, pour se sentir légitimes, ils se donnent à 200%. Et quand ils se donnent à 200%, ils font le travail de 3 personnes. Et quand ils font plus le travail de 2 personnes, on va leur dire qu'est-ce que tu fais? Mais eux, dans un premier temps, c'était juste le truc de je suis pas légitime et pour gagner cette légitimité, pour gagner ma place, je donne tout ce que j'ai. Ouais. Ils nous ont fait faire des bêtises, ce syndrome de l'imposteur. Hmm, tout à fait. Il y a une question que je me posais, de ton point de vue justement, étant donné le travail qui est le tien, une de tes antennes, un de tes tentacules, est-ce qu'il est nécessaire de bien distinguer pour toi la vie personnelle et la vie professionnelle? Et comment tu t'y prends, toi? Donc cette distinction vie pro, vie perso, elle est pas forcément facile à faire, qu'on soit salarié ou qu'on soit indépendant. Maintenant, comment moi je m'y prends? Bah, je suis pris dans un certain nombre de jeux aussi, comme pas mal d'indépendants. Ce que j'essaye de faire, c'est déjà j'ai beaucoup travaillé sur mes ambitions. Qu'est-ce que je veux faire en fait? Être indépendant, est-ce que je fais ça pour me prouver quelque chose à moi-même? Qu'est-ce que je veux réaliser? Pourquoi je veux le réaliser? À quoi je veux que mon quotidien ressemble? Et ça m'a permis de me donner aussi des repères, c'est-à-dire que notamment en termes de chiffre d'affaires, qu'est-ce que je veux gagner? Est-ce que je veux qu'il n'y ait pas de plafond? Est-ce que ça m'est égal de passer toutes mes journées à travailler? Ou au contraire, est-ce qu'avec cette somme-là, bah déjà, j'aurai la vie que je veux, c'est-à-dire une vie pas forcément riche d'énormément d'argent, mais suffisamment pour vivre, parce que je ne veux pas être dans la survie, mais une vie riche de temps aussi. Et ça, je crois que c'est un bien suffisamment précieux et inestimable dans une existence humaine pour être valorisé aussi. Donc voilà, pour éviter, parce que je l'ai beaucoup vécu, que la vie pro empiète sur ma vie perso et de surinvestir cette zone, j'ai beaucoup travaillé sur quelle vie je veux vivre, en fait, quelle existence je veux avoir et qu'est-ce qui me pousse à vouloir ceci ou cela, aller chercher un peu les raisons cachées aussi, parce que en introspection, c'est facile de poser sur la vie, le papier, sa vie idéale où tout va bien dans le meilleur des mondes, mais dès qu'il y a quelqu'un d'un peu confrontant en face qui amène une vision autre, sans forcément nous donner des conseils ou nous décourager, mais juste poser des questions qui nous aident à nous poser des questions qu'on se posait pas, on se rend compte qu'il y a un certain nombre de motivations qui n'étaient pas aussi franches que ce qu'on pouvait imaginer. Donc ça fait des occasions de travailler sur soi en thérapie, travailler de soi en accompagnement professionnel. Mais voilà comment moi j'ai essayé, parce que ça marche pas toujours, de faire la part des choses, mais au moins je sais dans quoi je suis pris, je me vois être prise dedans. Je sais pas toujours encore en sortir, mais voilà, ce que je disais, c'est pas un problème qui devrait avoir une solution, c'est une problématique que j'habite parce qu'elle m'habite depuis probablement, si ce n'est le début, en tout cas mon enfance, de par l'éducation que j'ai reçue, comme chacun d'entre nous, on est marqué par ça, quoi. Je sais pas Hmm. si ça répond à ta question.
Ça répond très bien à ma question. Je te remercie de cette réponse. Oui, effectivement, le rapport à l'argent est une chose, mais gagner sa vie en faisant ce qu'on aime, est-ce que c'est pas un truc qui est en fait vraiment très difficile à faire bouger pour plein de gens? C'est difficile à faire bouger. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'imaginaire qui est développé par le travail, c'est la souffrance. Il faut mériter, en fait. Et donc, pour mériter, il faut souffrir. Je veux dire, si on est en train d'aimer ce qu'on fait, c'est d'autant plus difficile de demander un tarif derrière, de demander quelque chose qui va nous faire vivre correctement. Alors que aimer ce qu'on fait, eh ben, les meilleurs moments qu'on a passés en termes de transmission avec des professeurs, par exemple, c'est ceux qui étaient passionnés par ce qu'ils faisaient. Et donc, ils étaient payés le même prix que les autres. Mais n'empêche que c'était beaucoup plus efficace comme enseignement. Donc aimer ce qu'on fait, c'est pas un défaut. Et pour autant, quand c'est de nous dont il s'agit, on a l'impression de pas assez souffrir des fois pour demander quelque chose. Mmh. Oui, il y a tout un héritage sociétal judéo-chrétien là derrière, j'imagine. Une relation au travail, comme on l'a dit aussi, qui a changé relativement récemment, parce que pendant des siècles et des siècles, quand même, ceux qui travaillaient, c'est ceux qui n'avaient pas le choix. Hein. Il y avait les rois, les seigneurs qui exploitaient les esclaves, les manants, et puis il y a la bourgeoisie qui est arrivée là, l'Église qui a mis un peu son grain de sel pour, je pense, pour des raisons politique, c'était bon pour elle de s'allier à la bourgeoisie. Donc on a commencé à développer une valeur travail, ça a été repris ensuite par les milieux ouvriers. Mais là encore, donc quoi, est-ce qu'on est pris en disant j'aime mon travail? Est-ce que c'est vraiment possible d'aimer son travail tous les jours? Est-ce que c'est vraiment possible d'aimer tout ce qu'on fait dans son travail tous les jours? On disait, en tant qu'indépendant, on a tout un tas de rôles à endosser. Et est-ce qu'en dehors de notre cœur de métier, les autres rôles qu'on a à endosser, est-ce qu'ils nous plaisent? Je pense que la question, c'est est-ce que je fais suffisamment de ce que j'aime au cours de, allez, on va dire la semaine, pour pas ramener ça à une journée, parce que c'est difficile de changer de casquette plusieurs fois dans la journée, mais au moins au cours de la semaine, est-ce que je fais suffisamment de ce que j'aime, et est-ce que ça a suffisamment de sens? Parce que peut-être qu'au lieu de se demander si on l'aime, c'est à quoi je contribue, pour quel monde je suis en train de travailler, quel sens ça a pour moi. Je reviens un peu à ce que je disais tout à l'heure, mais pour moi, c'est vraiment ça le cœur des questions qu'on a à se poser, en fait. C'est dans quel monde je suis pris, à quel monde je suis en train d'œuvrer, de contribuer. Et je pense qu'à partir du moment où ça a du sens, où on sait pourquoi on est en train d'œuvrer, forcément, on aime ce qu'on fait. Donc il y a eu toute une époque un peu illusoire où on disait qu'on pouvait devenir millionnaire grâce à sa passion. Mais je suis pas sûre que toutes les passions soient monnayables, soient rentables. Donc il y a quand même une réalité économique, un marché du travail, un marché de l'offre et de la demande, qui fait que c'est pas possible pour tout le monde de vivre de ce qu'il aime. Si ta passion c'est de peindre des brins d'herbe, ben avant d'arriver à vraiment en vivre, il va falloir être particulièrement doué dans ce que tu fais et trouver en plus des amateurs de tableaux de brins d'herbe, donc c'est pas gagné. Mais si tu développes des compétences qui sont utiles aux autres et qui te permettent toi de contribuer à quelque chose qui a du sens, et idéalement de valoriser ta singularité, ta bizarrerie d'une manière ou d'une autre, ce qui fait que bah, du coup tu te distingues un peu de la masse parce que tu es un peu différent. Tout ça, ça fait un combo gagnant, mais c'est un, pas facile à trouver, deux, pas facile à maintenir dans le temps parce qu'on évolue aussi et que ce qu'on pouvait aimer, adorer un temps aura évolué aussi. Donc être indépendant, c'est aussi s'autoriser à faire évoluer son activité. Et là, il y a une balance encore un paradoxe. J'évolue, mais il faut que mon activité, elle soit suffisamment stable dans le temps pour pouvoir être viable aussi. Si je change sans arrêt d'activité, les gens ne me suivent plus. Donc d'arriver à doser à quel point j'adapte mon activité à mon évolution, à quel point j'attends de voir est-ce que cette évolution est suffisamment stabilisée pour adapter. Et du coup, ça peut créer des zones de décalage aussi, où ce qu'on fait, on l'aime plus trop parce que c'est ce qu'on aimait avant, mais c'est plus ce que j'aime aujourd'hui. Donc je connais bien cette problématique. Ça te fait penser à quoi?
aux chanteurs, tu sais, qui vont faire un album complètement différent, mais en fait, soit ils vont perdre leur public. En fait, l'enjeu, c'est ça, c'est est-ce que les gens vont les suivre alors qu'ils ont l'habitude d'avoir une certaine musique, un certain ton, une certaine couleur dans ce qui est fait. Et un Et peu ce est-ce que tu défi-là, des fois. t'accroches? Est-ce que tu t'accroches du coup aux personnes qui te suivaient, à ta communauté, et tu les emmènes avec toi, tu fais en sorte qu'elles te suivent, ou est-ce que ta stratégie commerciale de la communication, c'est plutôt de faire en sorte que des nouvelles personnes te découvrent là où tu en es, et puis bah, certaines personnes vont te suivre. Les deux stratégies sont, à mon avis, valables, mais elles dépendent du métier qu'on exerce, de ce qu'on a envie de montrer de soi aussi. C'est là où la visibilité et l'image publique se questionnent. Ouais. Dans ce que tu viens de dire, en fait, il y a quelque chose qui me paraît très précieux. C'est en fait découvrir sa singularité. C'est aussi voir à quel point ceux qui nous entourent peuvent l'éclairer. Et une fois qu'on en a conscience, on peut le mettre plus ou moins au cœur de son activité. Si on a envie d'être travailleur indépendant, si on l'est déjà, on va pouvoir le mettre à l'intérieur. Et donc, du coup, de ce fait-là, en étant soi-même, en misant sur sa singularité, on va donc occuper peut-être un poste où il y a plusieurs personnes, mais la concurrence va disparaître à l'endroit où notre singularité va jouer. Notre proposition, elle est unique. Même si elle a un nom, une case, une classification, on est dans le soin à la personne, on est dans des domaines qui sont définis et qui sont les mêmes pour tout le monde. Mais j'ai l'impression que quand on met cette singularité-là vraiment à découvert, à nu, d'une certaine façon, et c'est pas le truc de je suis toujours le même ou je sais pas quoi. C'est vraiment juste de dire je vais faire de la sincérité avec ma façon d'être bizarre. Je vais simplement être là et je vais la mettre au centre de ce que je propose. Eh bien, c'est comme si ça faisait chuter le concept de concurrence. Moi, c'est l'impression que j'ai. J'ai pas l'impression de me battre contre, par exemple, les accompagnements thérapeutiques que je propose. J'ai pas l'impression de me battre contre plein de thérapeutes. Pas du tout. Il y a pas, j'ai pas cette, et je suis peut-être dans le déni et je vais me rendre compte après. Mais pour l'instant, j'ai pas du tout l'impression d'être en concurrence contre qui que ce soit parce que ce que je propose, j'ai pas l'impression que ça soit en concurrence avec les autres. J'ai l'impression que les autres, ils vont me proposer leur truc et c'est très bien comme ça. Et il y a un truc comme ça. Alors, je sais pas. Si, c'est juste que tu dis, ça me paraît important que nous, on sache se situer et que les autres puissent nous situer dans le genre professionnel auquel on appartient. T'es thérapeute, t'es coach, t'es avocat, t'es ceci, t'es cela. Mais après, chacun exerce ce métier avec un style qui lui est propre. Et ce style, il est constitué de tout un tas de choses, de quelle école tu as fait, pourquoi tu as fait telle école, qu'est-ce que tu as retenu, qu'est-ce que tu as vécu dans cette école, qu'est-ce que tu as travaillé, digéré, parce que moi j'ai fait la même école que certains de mes pairs et on en ressort quelque chose de complètement différent. Quelles sont mes sources d'inspiration, quels sont les auteurs que j'aime citer, quelle est ma façon dans l'accompagnement, on dit qu'il faut à la fois contenir et stimuler, donc est-ce que j'ai plutôt tendance à stimuler, plutôt tendance à contenir, c'est toute cette construction de ce soi professionnel dont je parlais tout à l'heure qui nous permet aussi de nous situer par rapport aux autres. Il ne s'agit pas de se comparer pour décider qui est le meilleur, mais simplement d'être au clair sur ce qui fait que nous, on est singulier dans ce qu'on propose sans pour autant être un électron libre inclassable. Parce que ça, c'est le danger aussi, c'est de se dire, surtout quand on a été autodidacte, ce qui arrive chez les HPI, c'est de se dire, bah moi j'ai appris tout un tas de choses et je suis un couteau suisse, je suis une boîte à outils qui permet de faire plein de choses. Mais là, on est, alors soit on fait ça et on est dans une forme d'instrumentalisation de soi, on ne sait plus bien quel est le métier qu'on exerce, mais on a tout un tas d'outils qu'on peut abattre. Soit on n'a même pas ces outils, mais on a reçu la grâce divine qui fait qu'on a un don. Et là, ça peut être difficile. Je dis pas que ce don il est vrai ou qu'il n'est pas vrai, j'en sais rien. Je suis pas là pour juger de ça, mais ça peut être difficile pour les gens de nous identifier, de nous classer aussi. Donc encore une fois, il y a ce qu'on pense de nous, ce qu'on se dit de nous, ce qu'on se raconte de nous, et puis il y a ce que les autres voient, ce que les autres perçoivent, et ce qu'ils ont besoin de percevoir pour mine de rien savoir à peu près dans quelle case nous ranger, parce que le cerveau humain il est quand même bien rangé, les gens dans des cases, c'est assez rassurant. Et puis après il y a les émotions, une fois que les cases ont été rangées, lui il est plutôt ça, il est plutôt ça, les émotions font que dans une même case il y a plusieurs personnes et on va avoir plutôt envie d'aller vers telle ou telle personne parce qu'elle aura eu ce style qui, s'il a été suffisamment travaillé, sera on verra pas, tu vois, que c'est de l'étalage de style et je te fais la liste de tout ce qui fait ma différence, mais quelque chose qui est vraiment pleinement incarné. Hmm.
Bah, merci pour ça et puis merci pour toutes les réponses à ces questions. Je vais bientôt laisser la main à Gaëtan. Je te propose un petit jeu avant qu'on se quitte. Eh bien, c'est compléter des phrases. Donc, je parle à ta place, je m'arrête et tu complètes avec ce qui est là pour toi de façon assez spontanée. Qu'est-ce que il sort de toi, par exemple, si je te dis, selon moi, le monde serait plus beau si... Si les personnes réfléchissaient un petit peu à l'impact de leurs actes du quotidien. Être humain, pour moi, c'est... Un véritable challenge. Et en même temps, un défi magnifiquement beau que j'ai accepté de relever il y a quelque temps. Ok. Aujourd'hui, prendre soin de moi, ça veut dire principalement... Prendre un temps de contemplation. Hmm. Ce que je garde du moment que nous venons de vivre, c'est principalement... Beaucoup de joie à l'intérieur et pas la joie explosive qui fait que je saute partout, mais la joie d'avoir partagé avec un être humain qui nous laisse, comme toi, qui laisse cet espace de parole, d'expression, en même temps en amenant son point de vue subjectif, qui permet un échange enrichissant, qui fait qu'on ressort, je sais pas si c'est grandi, mais en tout cas un peu différent de ce qu'on était en arrivant. Chouette. Est-ce que y a quelque chose dans l'échange qu'on vient d'avoir où tu te dis ah on a effleuré que j'aimerais bien compléter sur un des aspects de ce qui a été soulevé, sinon je suis pas tranquille. Non, je crois pas. Ok. Et ben j'ai ma dernière question. Je te l'avais déjà posée lors d'une interview qu'on avait faite ensemble et qui n'a pas été diffusée, donc je te la repose aujourd'hui. Je l'aime bien cette question. Est-ce que tu t'aimes? Et si oui, est-ce que tu veux bien nous parler de comment tu t'aimes? Alors, je me serais pas posé cette question en ces termes. Je me serais plutôt demandé est-ce que je m'assume et comment je m'assume. C'est juste une question de mots, je pense, et de concepts qu'on met derrière. Mais je m'assume de plus en plus, surtout j'assume de plus en plus les enjeux qui me travaillent. Et c'est comme ça que je m'assume en fait, en assumant d'être en chemin, euh, un chemin qui ne sera jamais terminé, une espèce d'œuvre inachevable. Et j'assume d'être ça en permanence, en sachant que je ne serai ni mieux ni moins bien au bout du chemin, je serai différente. Et donc j'assume de plus en plus. Ça n'a pas été évident pendant un temps, mais j'assume de plus en plus aussi d'évoluer, d'être changeante. Super. Bah, je te remercie beaucoup. Et du coup, je te laisse avec Gaëtan qui a pris des notes pendant notre échange et qui va venir partager son point de vue subjectif. À tout à l'heure pour la conclusion. À tout à l'heure. Merci Mathieu. Bonjour Marjorie, j'ai eu plaisir à regarder votre interview du côté de la régie et je reviens avec quelques questions, quelques précisions, quelques réflexions que j'avais envie de te proposer, avec toujours la possibilité pour toi de reformuler si jamais j'ai modifié le sens de tes propos, bien entendu. Je vais commencer avec une définition que j'aimerais bien que tu me donnes, celle de multipotentiel, et quelle différence, si tu en vois, fais-tu avec HPI? Alors, une définition de multipotentiel. Ta définition. Ouais, parce que je ne crois pas qu'il y en ait qui existent. Le multipotentiel, comme moi je le vois, c'est un peu un touche-à-tout. C'est quelqu'un qui n'arriverait pas à décider s'il préfère être avocat ou prof de yoga, naturopathe ou coach, par exemple, et qui déciderait de faire un peu tout ça en même temps. Quelle différence avec le HPI? Déjà, le HPI a une existence officielle, il se détecte, on a des tests pour ça. C'est une spécificité, pour moi, une spécificité neurobiologique. La multipotentialité, à mon avis, elle est plutôt multifactorielle. Je pense pas que ça soit forcément une prédisposition de l'être humain, mais plutôt une histoire de vie qui l'amène peut-être à avoir une très grande curiosité. Ça peut être dû au HPI, ça peut être dû à une éducation qui a éveillé notre curiosité aussi. Et puis ça peut être dû aussi à un côté un peu plus difficulté à faire des choix, à se positionner aussi dans la vie, ce qui peut arriver
par exemple, quand on a reçu une éducation comme HPI qui nous dirait que on peut tout faire, on est tellement intelligent qu'on peut tout faire, donc du coup, ça devient difficile de choisir quand on peut tout faire, quand on nous dit qu'on peut tout faire. Donc pour moi, les deux ne sont pas liés, ils peuvent être corrélés. L'un a une existence officielle et ça dit quelque chose de nous dont je ne sais pas vraiment ce qu'on peut faire, et l'autre n'a pas d'existence officielle et je ne suis pas sûre que ça dise grand-chose de nous, mais par contre ça fait un super levier pour commencer un travail en accompagnement notamment. Merci. De temps en temps, j'ai plaisir ou je m'amuse à dire que nos métiers parlent quand même énormément de nous pour peu qu'on y reste un certain temps. Sinon, ça peut être transitoire. Et là, je me disais en vous écoutant, nos métiers sont-ils choisis à un moment donné, consciemment ou pas, pour aller répondre à nos valeurs, qui peuvent être nos valeurs en propre ou nos valeurs partagées par nos parents en transmission. Je pensais aux valeurs, la loyauté, de parfois reprendre des métiers qui s'approchent de ceux de nos parents, des valeurs en particulier au niveau de la justice aussi. Alors évidemment, la justice au sens injuste, juste, mais pourquoi pas la justice dans le sens qui pourrait se rapprocher de ton métier précédent. Est-ce que tu y vois aussi cette vision du métier qui peut être une réparation ou du métier qui peut être vraiment en rapport à ses expériences de vie? J'ai presque envie de dire parfois, il y a des métiers aussi où on peut être bourreau face à des gens et quelque part ça vient réparer celui qui a été victime dans la cour d'école à un autre moment sans que la personne s'en rende compte. Est-ce que tu as aussi cette sorte d'instinct de ton côté parfois par rapport au rapport au métier? Oui, ça me paraît assez pertinent. J'ai accompagné pas mal de personnes qui ont été sur des rails toutes tracées, qui ont suivi les choix familiaux, alors soit parce qu'elles ont fait les mêmes professions que papa-maman, soit parce qu'elles ont été dans les branches qu'on leur a indiquées parce que c'est bien d'être ceci ou cela, et qui, non pas qu'ils le regrettent, mais qui un jour se réveillent en se disant c'est pas moi, ça n'a pas de sens, je veux faire autre chose. Donc pour moi là c'est le début d'un travail d'émancipation qui commence. Comment est-ce que je choisis de me positionner indépendamment de ce que mes parents ont pu désirer pour moi? Et à ce moment-là, il y a plusieurs options. Soit on a une idée de ce qu'on veut faire, parce qu'on a toujours rêvé d'eux, mais ça nous était interdit. Donc là, il y a une réparation de on m'a interdit de faire quelque chose que j'avais envie de faire. Et puis il y a des choses qui peuvent avoir lieu un peu plus en sous-marin, et notamment on le voit beaucoup chez les thérapeutes accompagnants. On ne devient pas spécialiste de la relation, professionnelle de la relation pour rien, je crois. Et c'est un des grands dangers qui guettent les thérapeutes et autres accompagnants qui se lancent, c'est de rester piégé dans les raisons pour lesquelles on est devenu accompagnant thérapeute. Il faut avoir conscience des raisons pour lesquelles on est devenu ceci ou cela et travailler à avoir d'autres raisons de le rester. Parce que sinon on est effectivement dans cette quête de réparation qui nous positionne un peu en sauveur aussi des pauvres victimes qu'on accompagne, victimes de la société, de leurs parents, etc. Donc pour moi il y a une grande vigilance à avoir dans ces métiers qu'on choisit dans le cadre d'une reconversion professionnelle ou pas d'ailleurs. Je pense que même si on les choisit en première intention, c'est intéressant d'aller voir pourquoi on veut faire ces métiers de la réparation, du lien, de la relation. En général, je ne sais plus qui a dit ça, mais on travaille les questions qui nous travaillent, et donc c'est pas étonnant qu'on fasse des métiers, vu le temps qu'on y passe en plus, qu'on choisisse des métiers qui disent clairement quelque chose de nous et de ce qui nous habite. Phrase très intéressante, je trouve. Tu peux nous la redonner une deuxième fois, s'il te plaît? On ne travaille que ce qui nous travaille. Super, j'aime beaucoup. Je vais essayer de la retenir, j'aime beaucoup. Tu parlais de le rapport à l'angoisse existentielle de la mort. Et j'avais envie de te demander comment est-ce que toi tu composes avec cette angoisse existentielle de la mort? Alors, je fais preuve de créativité, d'inventivité avec le temps qui passe. Aussi, ça évolue.
Déjà, en avoir conscience et la regarder, ça permet de la dépasser. Je sais plus qui dit ça, de jouer plutôt que d'en être le jouet. J'ai oublié d'où ça vient, mais voilà. C'est à partir du moment où tu la vois, tu sais que cette angoisse est là, ça permet de se dire, bon, bah, qu'est-ce que j'en fais? De faire preuve de créativité pour, parce que je crois qu'on en est un peu tous là, pauvres petits êtres humains que nous sommes, à se demander ce qu'on va bien pouvoir faire de signifiant, significatif ou amusant en attendant que notre heure vienne. Donc voilà, j'essaye de régulièrement me demander si ce que je fais a du sens pour moi et pour plus grand que moi, sans que ça soit forcément spirituel ou religieux, mais déjà au sens de sociétal, collectif. Quel est le sens de ce que je fais en fait, et à quoi je contribue, à quoi je participe aussi malgré moi. J'entends la créativité, j'entends le jeu, j'entends l'amusement dans ce que tu viens de me dire. Donc finalement, c'est de ne pas prendre la mort au sérieux. C'est quand même L'idée de la sérieux, mort. hein. Ah oui, ça peut. C'est un regard. C'est quand même sérieux, c'est un peu un point de non-retour. Alors après, ça dépend des croyances qu'on a aussi sur ce qui va se passer après. Ça peut être un moyen d'alléger cette angoisse existentielle, hein, quand on sait qu'on va se réincarner, qu'on ira au paradis, ou c'est une façon de gérer cette angoisse. Et encore une fois, elle est absolument pas critiquable. Chacun fait bien comme il peut. Moi, je trouve que prendre le temps de s'amuser ici et maintenant à faire, pas tout ce qu'on a envie de faire, parce qu'on vit quand même en société et que on laisse une forme d'héritage, qu'on ait des enfants ou qu'on n'ait pas, on va laisser le monde à une génération ensuite. Donc, il y a quand même une forme de sérieux là-dedans. Je crois que c'est Winnicott qui parle du jeu sérieux. Un peu comme, tu vois, les enfants, quand ils jouent au cow-boy à l'indien ou à la marchande, c'est un jeu, mais c'est hyper sérieux, tu vois. Si ils y croient vraiment, à ce qu'ils font. Et donc moi, je pense que c'est un peu comme ça que je fais aussi, c'est-à-dire que je me prends au jeu, je crois vraiment à ce que je fais, en ayant conscience que je suis juste en train de bâtir des châteaux de sable, aussi magnifiques soient-ils, le temps où une vague, la force d'une vague suffira peut-être à tout détruire. Un investissement total dans le jeu. Ça peut être une belle façon de le dire. Il y avait la notion tout à l'heure de ne pas se faire remarquer en entreprise en tant que HPI. Est-ce que c'est, selon toi, une façon de ne pas montrer sa vulnérabilité et donc se mettre en danger, le fait de passer en sous-marin, pas se dévoiler? Ça peut être un moyen de protection aussi, hein, cette vulnérabilité. On est dans une époque où on parle beaucoup de vulnérabilité, de se montrer vulnérable, mais il faut quand même être un peu réfléchi dans ce qu'on fait. On la montre pas à n'importe qui, cette vulnérabilité non plus. Donc, ça me paraît plutôt sain de vouloir aussi la protéger dans certaines situations. Donc, est-ce que l'entreprise est le lieu pour montrer sa vulnérabilité? C'est une véritable question. Je sais pas d'a priori, mais ça mérite qu'on s'interroge. Quand est-ce que c'est le moment? Quand est-ce que c'est pas le moment? Et on est tous vulnérables aussi quelque part. Donc, je suis pas sûre que ça soit propre au HPI non plus. Alors l'impression que j'ai quand même, c'est que depuis, alors c'est mon impression, hein, quelques années, peut-être que c'était le cas avant, mais moi je me base sur mon expérience de vie. L'entreprise propose quand même, un peu comme la société, beaucoup de sacrificiels auprès du salarié. Et justement, peut-être que cacher ce qui nous touche, c'est l'occasion de ne pas jouer cette carte du sacrificiel. Et est-ce que ce sacrificiel, toi aussi, tu as l'impression qu'il est quand même bien ancré dans l'entreprise, bien présent, et ce qui amènerait du coup évidemment au burn-out et à la perte de sens? Je pense que ça va dépendre des entreprises. Je peux difficilement faire une généralité. C'est ceux dont on entend le plus parler, parce que c'est ceux qui amènent à du burn-out. Mais j'aime quand même à croire qu'il y a des entreprises où on ne cultive pas forcément ce sens du sacrifice chez les salariés, où on respecte leur temps, on respecte leur énergie, et on respecte aussi leur singularité, comme dirait Mathieu, leur créativité, pour les laisser amener quelque chose à l'entreprise aussi, et que ça ne soit pas sans arrêt descendant, mais que ça puisse aussi émaner des salariés. Et je crois que c'est vraiment comme ça qu'on construit un collectif
Alors, est-ce que l'entreprise, c'est le lieu du collectif? Là encore, je ne sais pas. Mais quand on construit le sens et les valeurs ensemble, pas quand elles nous sont imposées par l'entreprise qui affiche des jolies choses sur son site internet, mais qui en réalité, en interne et au quotidien, les respecte pas du tout. Et ça, comme je le disais, j'aime à croire que c'est le cas de certaines entreprises, mais c'est pas le cas de toutes. Est-ce que pour toi, plus on l'affiche, un peu comme les happiness managers, plus on l'affiche, moins quelque part on l'est actuellement? C'est quelque chose qui m'avait, c'est quelque chose qui m'avait vraiment questionné quand j'étais en formation de coaching. J'ai refait une formation parce que ma première formation, je la trouvais pas suffisante et je n'étais pas convaincue de ce que j'avais appris. Donc, j'ai refait une autre formation qui a été ultra structurante. Et on nous avait interrogé là-dessus, en tant que professionnel, quelles sont vos valeurs? Mais pas les valeurs que vous allez écrire sur le papier pour faire beau, celles que vous incarnez vraiment, celles que vous représentez vraiment en tant que professionnel. Et celles-là, je crois effectivement qu'elles n'ont pas vraiment besoin ni de s'écrire, ni de se dire. Elles rayonnent, elles émanent, tu mets le mot que tu veux, mais tu n'as pas besoin de le dire en fait. Tu n'as pas besoin de dire que tu es bienveillant si tu es bienveillant. C'est pourquoi vouloir l'écrire? C'est ça. Ouais, ça me paraît juste. Merci. Travailleur indépendant. Alors, travailleur indépendant, j'ai l'impression que dans pas mal de structures maintenant, il y a la notion de parachute. La notion de parachute, c'est avec toutes ces couches, toutes ces hiérarchies, tous ces cadres qui sont embauchés et qui rajoutent, enfin en tout cas c'est les témoignages que j'ai de collègues qui rajoutent des N+1, N+2, N+3, N+4. Il y a une notion de parachute, c'est-à-dire que du coup ça crée des fusibles comme ça aussi. C'est pas à faute. Non, moi j'avais fait le papier qui va bien, j'ai fait le processus qui va bien. Pour le coup, le travailleur indépendant, lui, il n'a pas de parachute. Il ne peut compter que sur lui, il ne peut pas accuser personne à l'extérieur. Est-ce que c'est quelque part gênant en tant que travailleur indépendant de ne pas pouvoir se cacher, ou dans les témoignages que tu as avec les personnes que tu suis, c'est quelque chose auquel on s'habitue de devoir assumer finalement totalement ses actes et ses dires, j'ai envie de... Alors, être travailleur indépendant, c'est être entrepreneur, et il y a cette version un peu américanisante de l'entrepreneuriat qui dit être entrepreneur, c'est sauter d'une falaise et inventer le parachute, le cerf-volant ou l'avion qui va bien en chemin. Donc effectivement, il n'y a pas cette notion de parachute. Le parachute, il va s'inventer au fur et à mesure. Être entrepreneur, c'est avoir énormément de responsabilités, mais donc aussi beaucoup de pouvoir. C'est ce qu'on se disait avec Mathieu. Et en entreprise, le fait de rajouter des couches, on dilue les responsabilités, donc on dilue le pouvoir. Alors à quel point c'est manipulatoire, utile, pas utile, ça, je sais pas, je suis pas là pour juger ça. Mais quand on est indépendant, il n'y a pas de dilution du pouvoir. On a 100% du pouvoir, donc 100% des responsabilités. Et c'est pour ça que c'est pas fait pour tout le monde non plus d'être indépendant, parce que pour moi, être adulte, c'est de comprendre qu'on n'a de compte à rendre qu'à son désir. Donc, si tu as vraiment envie d'être libre, tu as deux options. Soit tu assumes ce désir de liberté et donc tu assumes les responsabilités qui vont avec, et donc d'avoir beaucoup de responsabilités en tant qu'être libre. Soit tu n'as pas envie de ces responsabilités, tu les assumes pas, et donc dans ce cas-là, c'est OK, mais il faudra simplement rendre des comptes à ton désir de voilà, j'ai choisi de pas être libre parce que c'est trop de responsabilités, et ça se conçoit aussi bien. Ça demande juste, je pense, être conscientisé, de pas se mentir à soi-même, je le fais pas parce que en fait j'ai pas envie de passer ma vie à courir après des clients, etc. Ça m'arrange bien que l'entreprise le fasse pour moi. Moi, j'exécute ma fonction le matin, le soir. Alors après, on peut être plus ou moins envahi et plus ou moins investi, mais ça c'est un autre problème, parce que le problème revient aussi en tant qu'indépendant. J'entends un mot que je trouve important, en tout cas pour moi sur cette période, le mot de conscience. Arriver à quelque chose où on est conscient, et du coup, à partir de là, le choix se fait aussi en conscience, et ça me paraît le point de départ vers une évolution possible, que cette conscience. Oui, je suis d'accord avec toi. L'accompagnement peut aider, l'accompagnant peut aider à prendre conscience. La relation à l'autre, en général, nous aide à prendre conscience. Tout seul, on est un peu dans cette introspection qui se regarde le nombril, où on tourne dans nos schémas, comme je l'ai dit. Et il n'y a qu'avec l'autre qu'on peut être confronté à soi-même, en fait. J'ai encore une citation dont j'ai oublié l'origine.
l'intersubjectivité précède la subjectivité, c'est-à-dire que pour pouvoir se voir, il faut que l'autre fasse miroir. Et c'est ça la réflexivité aussi, c'est de se livrer à l'autre pour qu'il nous renvoie ce qu'on est en train de lui dire. C'est pas forcément de réfléchir tout seul dans son coin, parce que quand on réfléchit tout seul dans son coin, moi j'en ai fait suffisamment l'expérience pour savoir que je tourne très très bien en boucle. Je crois qu'on est beaucoup. Et je vois aussi la notion de nous sommes des surfaces de projection, ce qui fait qu'on peut faire miroir à l'autre lorsqu'on interagit à l'autre. Ouais, c'est un métier, sens. Ça aussi, et c'est un métier qui est franchement pas facile à exercer au début en particulier et au long cours, qui demande un grand travail de soi, être non sachant dans le monde dans lequel on vit. Alors d'apparaître non sachant en séance, ça veut pas dire qu'on ne sait rien. Mais de pas avoir de désir pour l'autre, de ne pas vouloir pour l'autre, de ne pas savoir pour l'autre, c'est franchement pas facile. C'est franchement pas facile et c'est un vrai travail, et c'est un vrai travail de son rapport au savoir, de son rapport à l'autre. C'est pour ça que je dis que voilà, être indépendant, et en particulier dans les métiers de la relation, c'est un vrai moyen d'évoluer personnellement, de changer en fait. C'est impossible de ne pas changer quand on exerce ce métier. Je suis d'accord avec toi. C'est quelque part aussi le plaisir de le faire, de voir que ça se fait en parallèle en fait avec la personne qu'on accompagne, sans même que la personne elle voit aussi le bénéfice de cet accompagnement pour nous. Oui, parfois alors après, elle paye pour quelque chose. Donc, si elle paye pour que nous, on bosse, c'est pas très juste. Mais effectivement, ça fait autant d'occasions de situations à aller nous voir en accompagnement, en supervision, en analyse de pratique. Et ça donne pas mal de grains à moudre. Et je suis vraiment convaincue qu'on évolue. Parce qu'on fait évoluer ces situations professionnelles, on ne peut qu'évoluer à titre personnel aussi. Mais encore une fois, sans que ça soit ni mieux ni moins bien. Non, oui, il n'y a pas de jugement. Et avec l'importance de la supervision, comme tu l'as dit, pour le professionnel. Tu as parlé de l'école, de la façon dont on pouvait être, alors j'utilise mes mots là, formaté. Et c'est vrai que l'impression, alors moi ça fait 27 ans que j'enseigne à l'université, et de temps en temps, c'est de se dire par rapport à ce qu'on leur propose à ces étudiants, quelque part on leur propose d'être des processeurs, d'apprendre des process. Rendre le devoir à la date qui est prévue, à l'heure qui est prévue. S'ils le font, c'est déjà bien. D'avoir la marge qu'il faut, d'avoir le titre et la taille qu'il faut. Le fond, oui, mais le processus d'abord, et j'ai l'impression qu'en entreprise de plus en plus, ce sont des processus au détriment du sens. On le fait sans savoir pourquoi, et on le fait parce qu'il faut le faire. Mais qui est il? Mystère. Est-ce que ça te parle? Oui, ça me parle. Pour moi, ça rejoint la discussion sur le cadre qu'on avait. C'est un peu comme si le plus important, c'était que tu respectes le cadre, en fait. Ce qu'il y a à l'intérieur, si tu l'apprends, c'est tant mieux. Si tu l'apprends pas, c'est pas vraiment notre problème, parce qu'on considère que chacun prend ce qu'il peut prendre dans le cadre de l'éducation. Mais il y a vraiment cette notion, c'est de la pure instruction, on t'apprend à respecter le cadre, mais t'es pas du tout accompagné dans cette assimilation à la fois des savoirs et des savoir-être qui peuvent être transmis aussi dans le cadre des formations. Tout à fait, savoir-être, oui. Savoir-faire et savoir-être. Tout à fait, ça me parle. Tu as parlé à un moment de sincérité. Je me disais que de temps en temps, moi, dans mon cheminement personnel, il y a des gens quand je rencontre des gens qui ne me connaissent pas encore, qui vont me demander quand est-ce que tu contrôles pas, quand est-ce que tu es vrai. Parce que, et tu l'as dit, suivant les gens avec qui j'interagis, je suis pas exactement le même, parce que déjà, tout simplement, j'ai pas nécessairement envie. Parfois, je suis plus joyeux, parfois, je suis plus sérieux. Ça dépend de quoi je parle. Et souvent, ma réponse, c'est moi tout le temps. C'est moi tout le temps quand je suis l'une de ces personnes. Quelque part, toi, quand tu étais en robe à la cour, en train de faire... C'est le job. Tu te fous de personne. Tu prends tes choses sérieusement à cœur. Et pour que tu sois correctement reçu, il y a une façon de faire les choses. Sinon, en fait, ton travail ne serait pas correctement effectué par rapport au cadre que tu prends en compte. Et je me disais, plutôt que d'aller chercher quand est-ce qu'on est ci, quand est-ce qu'on est ça, quand est-ce qu'on serait pseudo vrai, la réponse désormais que je vais employer, merci de l'avoir fait penser, plutôt de dire que je suis tout le temps vrai, c'est de dire je suis tout le temps sincère, quel que soit celui que je donne à montrer dans toutes les situations, et c'est mon envie, et c'est ce que je sens en moi,
je suis sincère. Après, quel que soit le masque, quel que soit le caméléon qui passe par là ou pas, quelle que soit la pieuvre rose qui passerait par là ou pas, ou le poulpe, je suis dans une sincérité et j'aime cette idée de sincérité. Est-ce que ça te parle? Oui, ça me parle d'autant plus que cette question du faux self m'a beaucoup travaillé. Euh, donc le faux self, c'est un concept qui a été amené par un Américain, Donald Winnicott, et qu'on a tous, hein, qui est cette figure qu'on développe au fur et à mesure de notre éducation pour être adapté en société. Donc on apprend que quand on arrive dans un endroit où on connaît personne, on dit bonjour monsieur, bonjour madame, on dit merci, etc. Et donc on porte ce masque social qui est le masque de la création de liens. Et puis, quand on commence à se sentir suffisamment en confiance, en sécurité, et ben ce masque, ce faux self, peut changer. Ça, c'est quand on a un rapport sain à qui l'on est. Le problème, c'est quand ce faux self reste. Donc, soit on est dans l'adaptation permanente, soit on est dans le faux self figé. Mais quand on parle de ces questions de faux self, si tu veux, moi, ce qui m'a interpellée pendant un moment, c'est que je me suis dit, s'il y a un faux self, ça veut dire qu'il y a un vrai self. Quand est-ce que je suis vraie? Si je suis fausse quand je fais ça, quand est-ce que je suis vraie? Et en même temps, quand je te parle, j'ai l'impression d'être à peu près aussi vraie que quand je parle à mon compagnon ou quand je parle à ma mère. Donc je suis sincère dans ce que je partage. Par contre, je le partage d'une place qui est différente. Là, je suis pas à la même place que quand je suis en face de ma mère. Et c'est normal que je ne leur parle, que je ne vous parle pas de la même façon que je lui parle à elle, qu'on n'aborde pas les mêmes sujets, qu'on n'en parle pas de la même façon. Et du coup, ça questionne sur alors quand est-ce que c'est mon vrai self? Mais je crois pas que derrière le faux self, ce que le développement personnel nous invite à enlever les couches de l'oignon comme si on allait toucher le cœur de quelque chose. Plus le temps passe, plus je pense qu'il n'y a pas de ce quelque chose, cette essence pure là qu'on essaierait de toucher en enlevant les pelures n'existe pas. Et qu'au contraire, le vrai self, ce serait justement quand on a cette pleine capacité, créativité à jouer le personnage qu'on a envie de jouer, mais encore une fois, avec ce jeu sérieux. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de faire semblant. Je joue pas en faisant semblant. Je joue très sérieusement à être une professionnelle interviewée, une fille qui parle à sa mère, voilà. Et là, ça redonne une forme de créativité, de liberté. Et on revient à ce qu'on se disait avec Mathieu aussi sur comment je le fais à ma façon, quel est mon style. Et c'est là où j'ai une part de quelque chose à jouer. Et ça évolutif en plus, parce que la notion de vrai self, elle peut être assez enfermante. Une fois que je prétends avoir trouvé mon vrai self, je devrais être que ça tout le temps. C'est pas viable en société, c'est pas viable. Ouais, je ne vais plus le quitter. Je vais dire les choses cash parce que j'ai décidé que désormais je disais tout ce qui me passe par la tête de façon cash. Comme tu le dis, à un moment donné en société, ça va quand même beaucoup filtrer tes relations. Or, nous sommes des animaux sociaux, on a besoin de relations. Donc, il y a une part de s'adapter, mais pas trop. Mais aussi d'avoir cette intelligence sociale, ce que j'appelle l'intelligence sociale. C'est cette adaptation nécessaire. Et ça me fait penser, dans d'autres endroits, on appelle ça de la pédagogie. Je dis ça aux étudiants en sciences de l'éducation en leur disant, ok, parfois on a des coups d'avance, mais parce qu'on est au service de l'accompagnement de l'autre, et c'est de la pédagogie, on s'adapte à l'interlocuteur avec qui on est, à la situation sociale. Donc, plutôt que, oui, c'est de la pédagogie, en fait. Et dès le plus jeune âge, parce qu'on veut avoir un avion acheté par maman ou une voiture achetée par papa, on fait preuve de pédagogie en disant, mais tu comprends, si tu m'achètes un ordinateur, grâce à ça, je vais réussir mes études. Évidemment qu'on va pas dire que c'est pour aller jouer à Fortnite toute la nuit dessus. S'adapter. Mais par contre, ne pas s'oublier, ça peut être ça peut-être le faux self. Ne pas s'oublier dans l'interaction au profit de l'autre. Est-ce que tu penses que c'est pertinent? Ça pourrait être tout à fait pertinent. Je l'aurais pas forcément dit avec ces mots-là, mais je les laisse infuser un peu. Et il y a effectivement cette notion de, on est dans une relation, donc on est deux. Il y a un mouvement de moi vers l'autre et de l'autre vers moi. Et si je suis dans, je suis moi sans filtre. Je peux pas être dans la relation. Puis sans filtre, ça veut dire quoi? Ça veut dire dire tout et n'importe quoi à l'autre. Je suis pas sûre qu'on soit plus vrai, parce que quand tu commences à parler sans filtre, il me semble que tu parles quand même beaucoup à partir de tes représentations du monde, tes allants de soi, tes enfermements. Donc, je me demande si c'est pas à ce moment-là que tu es le plus éloigné de ton vrai self. C'est pas ces moments justement où tu prétends être complètement libre et sincère, alors que c'est une illusion de penser qu'on peut être complètement libre.
on a vécu en société, on a grandi en société, on vit en société, et l'autre est différent. Donc, à quel moment je peux me relier à lui? Ça demande de faire preuve d'adaptation, de s'adapter à ce qu'il est, parce qu'il est singulier aussi, mais c'est un être humain. Donc, il y a forcément un endroit où on peut connecter, mais il faut le chercher. Et c'est aussi accepter son altérité. Ouais. L'accepter dans sa différence, en acceptant de s'adapter à la hauteur de ce qu'on a envie de faire. Ouais, tout à fait. Je terminerai sur une dernière question, ou une expression que j'ai entendue tout à l'heure, qui est l'expression de gagner sa vie. Comment est-ce qu'on peut la décortiquer, cette expression? Parce que tout à l'heure, tu jouais avec ça en disant s'il y a l'un, il y a l'autre. Donc, s'il y a gagner sa vie, il y a perdre sa vie. Qu'est-ce que c'est que cette expression? Comment est-ce qu'on peut la décortiquer? Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on l'oublie? Est-ce qu'on la bannit? Ouais, j'ai pas rebondi dessus tout à l'heure parce que je me suis dit, bon, là, je vais m'éloigner de la question qui m'est posée, mais évidemment, ça me fait tiquer. Gagner sa vie, ça voudrait dire qu'on peut perdre sa vie. On l'aurait pas gagné à la naissance. Enfin, ça fait partie des choses qui se questionnent, sans pour autant que moi j'ai quelque chose de particulièrement intéressant à dire et intelligent à dire sur le sujet. Ce qui me paraît intéressant, c'est quand je l'entends dans la bouche de quelqu'un, d'aller creuser un peu ce qu'il y a derrière, parce que ça dit quelque chose d'une vision du monde, d'un rapport au travail qui mérite d'être mis en travail pour le coup. Et si à une époque j'ai pu utiliser cette expression gagner sa vie, clairement c'est pas banni de mon langage, parce que j'ai même pas besoin de faire l'effort de pas le dire, d'être vigilante à ce sujet-là. C'est que ça me paraît inapproprié en fait. C'est deux mots qu'on peut pas vraiment mettre ensemble, ou alors c'est une vision de la vie où tout serait lutte et combat, et ça a commencé au moment de l'ovule et du spermatozoïde, où c'était déjà la course. Donc il y a une vision assez compétitive du monde aussi là-dedans. Puis on pourrait perdre, donc ça veut dire qu'on joue quelque chose, mais qu'est-ce qui se joue? Être en vie, peut-être, alors? Ça parle pas de la même chose, évidemment. Pouvoir exister. Mais... Pour moi, être en vie, on peut juste survivre, si tu veux. Et quand on veut aller plus loin que ça, on passe pour moi au niveau de l'existence. On n'est plus dans la survie, mais on est vraiment, je suis en vie et j'ai envie de faire quelque chose de ma vie. Soit parce que je veux que ça soit signifiant, que ça ait du sens, parce que je veux laisser une trace, soit parce que je veux en profiter. Ça a du sens aussi de se dire, je fais rien et je profite. Alors ça profite pas à la société, ça, mais bon, est-ce que ça se juge? Ça, je juge pas comment je fais pour vivre. Alors après, c'est à quoi je renonce aussi pour pouvoir faire ça, mais toutes les façons de vivre et d'exister me paraissent valables à partir du moment, encore une fois, où elles ont du sens pour soi et pour les autres. Qu'on n'est pas tout seul dans sa petite bulle à se dire moi je fais ce que je veux. Si j'ai envie de tuer la moitié de la population mondiale, je le fais. Là, moins de sens. Moins de sens moral. C'est un sens, mais au niveau moral et société, ça passe pas. Il y a un sens moral, puis ça a moins de sens pour la moitié de la population qui va se faire éliminer aussi. Ceux qui sont cachés dans leur blocos, les survivalistes, ils ne craignent plus rien. Est-ce que ça a un sens? Ah c'est pareil, c'est compliqué. Là aussi, ça sous-entend qu'ils sont en danger. Donc ça dit beaucoup de leur parcours. Très bien, on fait au mieux. On fait au mieux. J'aime beaucoup cette expression. On fait au mieux. Et écouter nos élans, et parfois on utilise la notion d'élan du cœur. Le cœur, il va vers l'autre bien souvent. Voilà, j'ai envie de conclure là-dessus et te remercier beaucoup, Marjorie, pour tous ces échanges. Il y avait vraiment de la sincérité, il y avait vraiment... J'adore, j'allais dire j'apprécie pour m'ignorer. J'adore ta culture, j'adore que tu nous la fasses partager. Même si tu n'avais pas les sources des citations, je les trouvais extrêmement justes. Et merci de bien nous les transmettre et de les partager avec nous. Et à bientôt peut-être. Merci Gaëtan, c'était une joie d'échanger avec vous. C'est, comme je disais à Mathieu, enrichissant à chaque fois. Donc un grand merci et à bientôt avec grand plaisir. Merci Marjorie. Merci beaucoup Marjorie pour ta confiance, pour cet échange sincère. Moi je dirais qu'en fait tu as une présence qui m'apaise et il y a quelque chose de très... Je sais pas, ouais, il y a le mot de confiance qui vient. C'est-à-dire que j'ai confiance dans ce qui sort de toi parce que l'endroit d'où ça sort, pour moi, c'est tempéré et puissant. Voilà, je dirais ça comme ça.
Du coup, je laisse les gens aller voir les liens qui vont être sous cette vidéo pour accéder à tes livres et à ton travail. J'aimerais également remercier Gaëtan pour son aide précieuse, son soutien indéfectible et son esprit de synthèse. Et enfin, merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à réagir dans les commentaires, à t'abonner bien entendu, et n'oublie pas, la curiosité est un joli défaut. Salut!